Ok, donc Val, vous vous reconnaissez ou tu te reconnais? Moi, j'ai tendance à tutoyer tout le monde, Oui. mais après, Non, non, tutoyer, c'est bien. ok, d'accord. Tu te reconnais bien dans ce que disait Diane il y a 2 minutes? Bah, dans le fait de réfléchir beaucoup Ouais. constamment, mais c'est comme si, en fait, parfois j'ai envie de mettre ma tête, Hmm. la couper. C'est ça. Le problème, c'est que c'est pas très très pratique après, hein. Non, mais c'est que sur tout et rien. En fait, c'est sur tout et rien, sur toutes les questions. Bon, moi, je Ouais. suis en couple, mais C'est juste. d'essayer d'interpréter ce que l'autre il a dit. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai mal compris? Euh, c'est trop de questionnements, en fait. Ça s'appelle la remise en question continue, Oui, voilà. d'accord? Et ça fait clairement partie intégrante du profil du HP. On Ah, va en parler d'accord. dans quelques diapositives là. Alors moi, j'ai surtout préparé un truc un petit peu théorique parce que effectivement, je pense que c'était vraiment. Ah, bah, tiens, hop. C'est vraiment. Voilà, l'idée, c'est aussi de vous apporter du contenu. Maintenant, à la fin, si vous voulez, on prendra un petit temps vraiment de réflexion sur ce que je vous apporte et sur ce que ça vous amène. Et voilà, tout un temps. Voilà. J'aurais bien aimé vous proposer des exercices sur les valeurs, mais en 1 heure, c'est pas possible. Sur comment s'ancrer, mais on peut le faire peut-être à la fin, hein, vers 15 heures. Et puis, si vous avez des questions, bah, soit vous vous mettez sur la discussion, avec grand plaisir, soit vous vous mettez, soit vous les notez dans un coin, et puis on les voit à la fin, c'est vous qui voyez. OK? Alors, j'ai vu qu'il y avait encore une nouvelle personne qui est arrivée. Bonjour Sophie, bienvenue. Alors, on n'a pas encore vraiment commencé la conférence et je vais te reposer juste la question en 1 minute ou 2 minutes s'il y a des attentes particulières au sujet de cette conférence, de cet atelier. Sophie, is there? Le micro est découpé. Non, non, il est ouvert. Le micro non, Laissez non, le il est micro découpé. allumé. J'ai bien dit découpé, mais, Écoutez. on n'entend pas. Bon. Donc, Sophie, voilà, il s'est coupé le micro de Sophie. OK. Sophie, si tu as besoin de me parler, il y a la discussion. Le fil de discussion qui est en dessous et sur lequel tu peux intervenir. Donc, dis-moi juste, pareil, Emeline, s'il y a des questions particulières. On peut juste mettre rien pour dire qu'on est là et qu'il n'y a pas de quoi que ce soit. Ça me va aussi. OK? Bon, bah, sur ce, on va commencer tranquillement. Si Sophie ne veut rien dire, et moi, on me dirait. Alors, situation de route. Non, là, oh non. On va. OK. OK, donc c'est enregistré. D'accord? Un petit peu pour la suite. Et puis, ben, on va voir un petit peu ensemble tout ce dont on vient de parler. Alors, bon, j'ai que des filles aujourd'hui, donc c'est bien aussi. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur ces phrases. Est-ce que vous les avez déjà entendues durant votre enfance? Des phrases du type les garçons, ça ne pleure pas. Les filles, ça pleure, par contre, d'ailleurs. On les appelle les pleureuses, les pisseuses, qui vient aussi en fait, du terme de pleurer. Les filles doivent être fortes, car les hommes sont tous des connards, salauds, enfoirés, etc. etc. Sois gentil, fais ce qu'on te dit, d'accord? Ne tombe pas amoureuse trop vite. Trouve quelqu'un qui est assis, qui fait ça, qui est dans tel cadre. Euh, les mecs qui ont des émotions ne sont pas des vrais mecs. Les femmes qui fument, boivent, etc. sont vulgaires. Il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Nous sommes ici pour souffrir. Ne fais pas ça. Se toucher, se montrer. Alors, on parle aussi bien du corps, de l'intimité.
On parle de ne pas toucher aussi, par exemple, la terre, des choses comme ça. Des choses qui vraiment sont essentielles à la base. Mais bon, parfois, l'éducation nous interdit parce que ça ne se fait pas. Trouve un job, marie-toi, fais des enfants, tu verras après. Puis s'il y en a d'autres qui vous viennent, bah voilà, c'est. Voilà. Alors, à toutes ou tous, est-ce que ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà entendu ces phrases qui vous sont venues naturellement au cours. J'ai vu Diane qui me disait un oui. Val, Sophie. Ben oui, tout à fait. Ouais, hein, c'est des choses qu'on a entendues Oui, un oui. peu. Moi Trop aussi, hein, souvent. ne pleurer, ça ne se fait pas. Les femmes, machin, sont vulgaires. Évidemment, il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut, hein. Et bon, ben, on ne parle pas de se toucher, évidemment. Les hommes qui ont. Alors, les hommes, ça pleure pas, c'est pareil, c'est un truc vraiment. Voilà. Val, j'ai vu. C'est Val ou c'est Sophie qui a répondu? Je ne suis pas sûre d'avoir vu. Moi aussi, oui, j'ai répondu. Valérie a répondu aussi. D'accord. Mais surtout aussi sur qu'est-ce que les gens vont dire. Faut pas faire ça parce que les gens vont dire. Voilà. Des Voilà. choses comme ça. Ouais, c'est clair. Ok, d'accord. Merci à toi. Effectivement, voilà. Pourquoi je vous fais ce petit sondage? Parce qu'en fait, l'air de rien, ça touche quelque chose qui va s'appeler l'identité. Et dans l'identité, ben, on touche directement la suite qui est le couple, en fait. Et elles nous ont un peu pourri la vie, en fait. Alors pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes au milieu pour vous aussi ou pas. Alors, ce sont des jugements de valeur. Et en fait, on vous a donné des valeurs qui sont d'un temps où le CID, c'était un peu le Saint Graal, hein. L'emploi à la vie, c'est un minimum. Donc, pareil pour le couple, l'emploi à vie, papa devant la télé, maman au fourneau. Donc, déjà, ça nous donne des valeurs très hautes. Les valeurs sont bafouées. Et là où ça devient vraiment compliqué, c'est qu'en fait, chacun, on ne les connaît pas, en fait. Alors, je vais arrêter les micros, là, parce qu'il y en a toi aussi. OK. Et la vraie problématique des valeurs, c'est qu'on ne les connaît pas, du coup, puisqu'on nous les a bafouées. Si. Bon, pourquoi c'est bafoué? Parce qu'en fait, ben, société judéo-chrétienne basée sur le péché et une vie qui doit être faite de souffrance. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, mais c'est en tout cas ce qu'on nous apprend depuis notre plus jeune enfant, depuis notre plus tendre enfance, voilà, notre plus jeune âge. Et ça continue. Alors, la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de souffrir toute votre vie? Vous aussi. Ou est-ce qu'un brin de bonheur, ça vous tente? Si ça vous tente, vous êtes au bon endroit. Sinon, désolé, mais voilà, c'est le moment où, en fait, je vais être très clair. Si c'est ça, ça vous intéresse, et bon, on continue. Après, si vous avez envie de souffrir, c'est aussi une bonne idée pour vous, si ça vous parle. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais bon, c'est pas du tout, vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ici. Voilà, donc c'est le moment du oui ou du non. Alors déjà, la vraie question, c'est où est-ce que ça se niche, ces injonctions? Parce que, en fait, il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est comment ça se fait que ça continue à me pourrir la vie à 50 ans, quand ma mère m'a dit, oui, écoute, non, tu comprends, faut pas jouer avec ça. En parlant évidemment de nos attributs sexuels. Donc, ça peut être se toucher, ça peut être se toucher dans la baignoire, parce qu'il faut quand même qu'on découvre notre corps, hein, à un moment. Et toutes ces injonctions, en fait, elles vont se nicher en fait, dans l'inconscient. Mais c'est quoi l'inconscient? L'inconscient, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg de notre personnalité, de notre identité. C'est là que sont rangés la plupart de nos souvenirs. C'est là que nous avons fui tout ce qui nous a fait mal. C'est là aussi où on a fabriqué, à partir de ce que nous avons compris le monde, ce que nous avons compris du monde, notre façon de penser. C'est aussi notre de penser, c'est aussi notre façon de vivre, hein, puisque c'est ce que. Hop. Dalai Lama, il dit toujours, change ton point de vue, tu changeras ta vie.
Voilà. Alors, le rapport un petit peu avec les intelligents et le couple, bah, il y a deux possibilités. C'est soit on est en phase avec ce qu'on nous a appris, de force, de gré ou de force, en fait, soit on est en opposition, et c'est souvent à cause de cette force. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va discuter des intelligents, Marie-Christine est avec nous, c'est parfait. Bonjour Marie-Christine, je me permets d'enlever ton micro. Hop là. Marie-Christine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, enlever ton micro? Merci. Juste pour pas qu'il y ait de bruit, en fait. Alors, on en était où? On était à... Merci. Alors, donc les problématiques, c'est que du coup, en fait, on suit quand même le mouvement car on n'a pas appris à faire les choses en conscience. Donc, vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Vous savez, ce fameux destin dont on parle tous. Et ben, en fait, c'est juste le côté de ce qu'on n'a pas réussi à travailler, à comprendre. C'est un peu dommage. Pas de problème, Marie-Christine, ça arrive, tout va bien. J'étais juste en train d'expliquer du coup l'impact de ce qu'on nous a appris sur notre cerveau. Alors, on va commencer par le couple. Un couple, c'est quoi? Comment ça se crée? Pourquoi ça se crée? Alors, un couple, déjà, c'est ça. Ça, c'est vous, en fait. Et c'est vous quand vous êtes en couple aussi. Donc, chacun, on est une somme de projets, de valeurs et de blessures. Les valeurs, c'est vraiment ce qui nous anime, c'est ce qui c'est et les blessures, bah, c'est un petit peu les chardons en fait derrière, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait toujours mal en fait, même en ayant un peu bossé, ça peut continuer à faire mal. En tout cas, c'est ce qu'on va vivre tout au long de notre vie. Et du coup, c'est un petit peu pour ça que c'est important de les connaître. Euh, je parle des blessures et j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment. Alors, j'ai oublié de me présenter et je vais le faire maintenant. Donc, je m'appelle Bertrand, je suis thérapeute et coach de couple. À la base, je suis thérapeute et coach de vie donc, et thérapeute en hypnose et en détachement de traumatisme. Les blessures, quand on parle des blessures, on parle des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pour celles qui ont et ceux qui ont lu le livre, je parle du livre de Lise Bourbeau. Donc, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Moi, dessus, je pense qu'il y en a une qui me parle aussi beaucoup et qui parle beaucoup en général aussi aux femmes. Il y a beaucoup d'hommes, en fait, mais et qui est entre autres l'une des raisons de l'hyperactivité, c'est ce que j'appelle l'insécurité. Et l'insécurité, c'est en soi déjà pour moi une très grosse blessure et on n'en parle peut-être pas assez. Donc l'idée, c'est que on arrive avec nos projets, nos valeurs, nos blessures, et ça, on va les mettre en commun. Là, on arrive dans le couple en soi. Et l'une des erreurs que font tous les couples, c'est qu'ils partent du principe, parce que c'est ce qu'on nous a appris, hein, c'est vraiment, là, on est vraiment dans les injonctions de rencontre quelqu'un de bien, qui a avec un bon boulot, finis tes études, etc. On nous a appris que 1 plus 1, ça faisait 1. C'est-à-dire que quand je suis en couple, je ne suis qu'en couple et je dois m'oublier. Et c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes cet après-midi. Et vraiment, on est vraiment là-dedans, dans cette idée que le couple, il passe devant tout le reste. Et en fait, je vais vous redonner un petit exemple assez couillon, mais qui est assez, pour moi, assez marquant et assez parlant.
C'est cette histoire quand on est dans l'avion et qu'il y a un problème dans l'avion, on nous dit bah, le premier truc à faire, c'est mettre son masque sur soi. Et après, on réfléchit aux gens qui sont autour de nous. Parce que le jour où on n'a plus d'air, eh ben, on peut sauver personne. C'est à peu près la même chose dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper correctement du couple. Et on va le voir après comment. Donc, la vraie équation pour moi du couple, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est moi et toi. Moi et toi. C'est j'existe, tu existes, et parce que nous existons, chacun individuellement, le nous peut exister. Tant qu'on est juste dans le nous existe devant tout le reste, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un des deux qui disparaît, et on va le voir après, en général, ça fait des vagues, surtout quand on est hyper, que ce soit hyper au potentiel intellectuel ou émotionnel. Donc, je rappelle un petit peu les bases. Hyper au potentiel intellectuel, c'est des personnes qui ont. Donc, moi, je parle plutôt en général d'hyperpensivité, parce qu'on parle vraiment. Parce que vraiment, on a le même cerveau que les autres, d'accord? On est tout câblé pareil. Enfin, pas vraiment, mais on est quand même câblé pareil. C'est juste qu'on n'utilise pas du tout les mêmes circuits. C'est pour ça, en fait, qu'on a cette hyperpensivité. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, on se rend vraiment compte, et les neurosciences là-dessus, elles sont assez formelles. Le cerveau d'un humain qui a 52 QI ou 150, c'est le même. C'est juste que ça va se jouer dans les liaisons, en fait, entre les neurones. Et c'est là, en fait, où ça va se jouer parce qu'on ne va pas l'utiliser de la même manière. Donc, il y a vraiment, c'est important. Voilà. Je ne sais plus pourquoi j'en étais arrivé là. Donc, voilà, en commun. On va reprendre. Oui, donc HPI, c'est les hyperpensants et HPE, c'est les hypersensibles, en fait. D'accord? Il faut savoir que quand on est HPI, on est obligatoirement hypersensible. Les hyperpensants sont obligatoirement hypersensibles, dans le sens où, pour apprendre, on a besoin de nos émotions. Et que c'est justement le fait d'être hypersensible qui permet à l'intelligence d'augmenter. Et vous allez me dire, oui, mais alors, les gens qui ont l'impression, on a l'impression que c'est des espèces de, voilà, sont appelés des bourrins, ou des bourrines, hein, c'est pareil, des gens qui n'ont pas du tout d'affect quand on les regarde. En fait, c'est juste des gens qui ont tellement souffert de cette hypersensibilité qu'ils l'ont mis dans une boîte et que pour l'instant, voilà, ils sont déconnectés de cette sensibilité. Alors, quand on est en couple, en commun, donc l'idée de base, c'est pas 1 plus 1 égale 1, mais 1 plus 1 égale 3. On va rechercher quoi? On va rechercher deux choses. On va rechercher l'harmonie. L'harmonie, ça va être tout ce qui est le côté physique, et l'entente et la fusion. Là, on est plutôt dans l'amour. C'est l'amour versus le désir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, souvent, on confond les deux. Et c'est l'une des plus grosses erreurs de notre société, c'est vraiment d'avoir mis un agglomérat de je t'aime, donc je te désire donc je t'aime. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans la réalité. Et s'il y a autant de problématiques de couple et de divorce, c'est à cause, entre autres, mais pas que, de ce conglomérat qu'on nous a mis, qu'on nous a un petit peu imposé, en nous disant, voilà, si vous êtes en couple, si vous vous aimez, le désir va être éternel et l'amour aussi. Donc l'amour n'est pas éternel, obligatoirement, ce n'est pas une obligation. On évolue, on change. Et le désir, lui, eh ben, il va c'est pareil, il va pas être obligatoirement éternel. La vraie problématique, c'est que l'amour et le désir ont vraiment deux besoins qui sont complètement opposés. L'amour a besoin de fusion, alors que le désir, lui, va avoir besoin d'harmonie et il va surtout avoir besoin d'éloignement. Donc, c'est un petit peu antagoniste. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au HPE et hypersensible. Pour moi, il y a une différence quand même entre les deux, parce qu'on peut être hyper émotif
Hmm. Donc, hypersensible aux émotions, mais ne pas être hypersensible au toucher, hypersensible Pour moi, je vois bien une différence entre les deux, pour le coup. Alors, oui, mais non. Oui, évidemment qu'il y a une différence entre être hypersensible, avoir une hypersensibilité sur certaines choses. Oui, d'accord, Val. On va redéfinir le désir. Euh, il y a quand même une différence entre être hypersensible et avoir certaines sensibilités. Quand on est hypersensible, effectivement, on va avoir, donc sensible, ça vient de sens, donc on va avoir un sens qui va être plus développé que les autres. On va être plus visuel, plus kinesthésique, plus auditif. Il y en a, c'est le goût aussi. Ah oui. Chacun ont des... En fait, il y a une corroboration entre le sens et, comment dire ça de manière simple. En fait, l'inconscient, lui, si tu as mis sur un canal particulier, c'est que c'est le canal pour lui, tu dois travailler aujourd'hui. Si tu es plus auditive, donc l'audition, c'est quand même le sens du danger, par exemple. Alors, si le toucher n'est pas du tout, euh, t'as pas du tout eu besoin du toucher, ou peut-être que tu t'es coupé du toucher. Parce qu'à la base, tu as les 5 sens qui sont ouverts et qui sont en hyper. D'accord? C'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, ressentir plus facilement les choses. Après, à un moment, ton cerveau a dit, oula, soit ça fait mal, soit j'en ai pas besoin. Si ça fait mal, il va encore moins aller là où ça fait, voilà. Et si par contre c'est juste j'en ai pas besoin, au moment où il va en avoir besoin, il va le remettre en avant. Par contre, si ça fait mal, il va avoir du mal à revenir dessus. Je pense entre autres D'accord. à beaucoup d'hypersensibles qui ont des hypersensibilités au niveau kinesthésique dans le ressenti et on parlait tout à l'heure des injonctions, qui avaient par exemple des amis imaginaires qui voient des morts, qui voient des machins, et à qui on a dit, mais non, tu sais bien que ça n'existe pas. Voilà, pour couper une hypersensibilité kinesthésique, il n'y a pas mieux. C'était mon cas, moi. Ça coupe complètement, tu coupes un sens, en fait. Mais c'est comme si tu te coupais un bras, quoi. Tant que tu le sens pas, donc tu n'en as pas besoin, c'est pas grave. Mais quand tu as besoin d'attraper un truc à deux mains, avoir un seul bras, c'est moins agréable quand même. Et à un Ouais, moment, c'est si comme ça c'est que toi qui te l'es ma coupé, tu vas fille pouvoir le est remettre passée. en disant, OK, j'y vais, c'est parti. Mais si c'est Ouais. parce que ça fait mal, hein, si ton bras il est tout pourri, tu vas l'enlever, tu vas jamais le remettre en fait. Et ton inconscient, pour que tu lui remettes une prothèse de bras, il va falloir travailler dessus. Ok. Voilà. Je Ouais. prends exprès des exemples un peu forts parce que vraiment là, on est. Voilà, mais c'est hyper important, tu as raison. C'est Non, important. mais ça m'étonne pas parce que moi, effectivement, je me suis coupé de tout le toucher, et tout, enfin, les douleurs, enfin, de la souffrance donc C'est ça. corporellement. Et du coup, c'est une fibromyalgie qui s'est déclarée pour me rappeler que j'avais un corps. Donc, C'est ça, c'est ça. Et à mon avis, je pense que si on explorait ensemble ton passé, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'insécurité derrière qui font que voilà, t'as été. j'ai un frère pervers narcissique. C'est ça. Bon. Après, les pervers Voilà. narcissiques, je pense aussi que si on les attire, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? Mm. Quand c'est dans la famille, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà, on n'est pas descendu pour rien. Et après, effectivement, ça peut du coup te mettre en insécurité. Ça peut effectivement. Voilà. Bah oui, Merci. je t'en prie, Diane. Alors, le désir, c'est tout ce qui passe par la sexualité, entre autres. Mais évidemment, quand je parle de sexualité, je ne parle pas simplement de pénétration ou de rapport sexuel. Parle de quelque chose de beaucoup plus vaste, dont fait partie en fait la sexualité. Donc le désir, c'est vraiment avoir envie d'aller vers l'autre. On va en parler un petit peu plus tard sur les sur ce qui pour moi, c'est les 5 clés en fait du couple, vraiment les 5 points sur lesquels on se plante tous en fait. Et voilà, le désir, c'est tout ce qui concerne la sexualité. Et du coup, c'est le rapport à l'autre, mais le rapport, j'ai envie de dire, donnant-donnant. C'est moi, je te donne, toi, tu me rends. Et quand on n'est pas dans ce désir de donner rendu, et ben, en fait, le désir, il ne va pas pouvoir, il va pas pouvoir grandir.
souvent, alors dans notre société moderne, le désir, c'est le premier vecteur du couple. C'est le premier ancrage, c'est voilà, j'arrive, je te vois, j'ai envie de toi, ou j'ai envie de. Voilà, c'est pas. Ça dépend aussi, on va dire aussi que le désir, ça dépend aussi de l'âge à laquelle on prend. À 20 ans, on est tout feu, tout flamme. C'est je te vois, je tombe amoureux de toi, tu tombes amoureuse de moi. Et on va partir assez rapidement dans des choses. On se fait les premiers bisous, on commence les caresses. Et le désir, ça va être vraiment je te donne du plaisir, tu me donnes du plaisir. Et derrière ce désir, en fait, il y a quand même l'idée de construire quelque chose. Les personnes qui ont des partenaires multiples, c'est j'ai envie de construire quelque chose, mais je ne trouve pas la bonne personne. Quand on est dans les AHP, dans les hyperpensants, sachant qu'on se remet sans arrêt en question, sachant que le choix, c'est quelque chose d'absolument c'est cornélien pour la plupart d'entre nous. Du coup, on va souvent expérimenter plusieurs choses pour avoir un petit peu une idée de qu'est-ce que je veux. À part que plus on en essaye, et moins on sait ce qu'on veut. Et dans le désir, il y a vraiment deux choses qui sont importantes. Enfin, il y a plusieurs, mais il y a cette idée de choix. Je décide de te désirer. Et dans ce choix, il y a l'autre, c'est OK, qu'est-ce que toi, tu vas me donner en retour? Donc, pour moi, le désir, c'est vraiment dans ce terme-là que je l'entends. C'est effectivement, il y a tout le côté sexuel, d'accord? Et la sexualité, c'est quelque chose, évidemment, de très tabou dans notre société, mais dont on peut parler facilement, pour moi, parce que, en fait, quand on parle du désir, par exemple, je pense que ce qui est un petit peu interpellé, c'est qu'on disait que dans le désir, on va avoir besoin d'éloignement. En fait, le désir n'est du manque. Si tu passes devant une boutique et que dans ton état d'esprit, il y a tout ce que tu veux dans ta garde-robe et que tu ne sens pas en manque de quoi que ce soit, tu ne vas pas aller acheter une robe parce que, voilà, si tu as besoin d'acheter une robe, si tu dis, bah tiens, hier j'avais mes chaussures bleues, j'ai plus rien à mettre avec mes chaussures bleues, là, il y a de fortes chances qu'effectivement, tu vas faire monter ton désir, tu vas créer toi-même ton besoin et tu vas dire, tiens, je vais regarder ce qui peut aller avec mes chaussures bleues. Ça, c'est un message que tu mets dans ton inconscient. Et à un moment ou à un autre, il va te montrer des robes, des tenues qui vont aller avec ces chaussures. Et à un moment, tu vas dire, ah oui, en fait, tu as fait monter ton désir parce qu'il y avait en face un besoin et qu'il y avait en face un espèce de vide. Donc, c'est vraiment le désir est construit dans le besoin et dans cette espèce de vide qu'il y a entre toi et l'objet du désir. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait que deux êtres ont envie l'un de l'autre? C'est qu'à un moment ou un autre, ils ont été ensemble, ça s'est bien passé, et ils ont envie d'y retourner régulièrement parce qu'il y a cette espèce de séparation qui fait qu'on a envie d'y retourner. Mais qu'on sait, entre guillemets, ce qu'on va retrouver. Mais si on est tout le temps collés l'un à l'autre, il y a un moment, le désir, il va s'effondrer. Et c'est normal, puisqu'il n'y a plus cette séparation. Par contre, on va faire grandir l'amour. L'amour, lui, ce sentiment d'appartenance, lui, il va grandir. Il va grandir. Et pendant que le sentiment d'amour va grandir, on va tout doucement effriter le sentiment de désir, ce qui fait qu'à un moment, on va se retrouver avec un désir plat, d'amour, mais vraiment très, très haut. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Val? De toute façon, on va en reparler après. Et du coup, on va aller un peu plus vite. Merci. Alors là, c'est un petit peu... ça va vous parler, je pense. Alors, c'est quoi un hyperpensant? Alors, c'est quelqu'un qui est hyper exigeant, essentiellement avec lui-même. Il va toujours être plus exigeant avec lui-même qu'avec les autres. Ou alors, quand il a un peu trop souffert, il va finir par être plus exigeant avec les autres qu'avec lui-même. Ce qu'il va vivre en priorité, ça va être de l'hyper-injustice. Chaque besoin, ça va être un hyper-besoin.
comme j'ai dit tout à l'heure, les remises en question, elles sont constantes. On va vraiment on voit des gens qui passent vraiment leur vie à se poser des questions, mais vraiment sans arrêt, à tout remettre en question, à tout repartir à zéro. Voilà. Il y a également, évidemment, les hyperémotions, hein, mais ce qu'on appelait tout à l'heure l'hypersensibilité. Et il y a surtout ce gros nœud là qu'on appelle les hypervaleurs. Du coup, tout ça, ça s'appelle un hyperpensant. Hyperémotivité plus hyperpensivité. Donc, l'hyperpensant, il va avoir quelque chose qu'on va appeler des hyperlimites. C'est quoi les hyperlimites? C'est-à-dire que par rapport à une personne non hyper, elle va avoir tendance à avoir des limites un peu plus larges. En tout cas, à ne pas les respecter obligatoirement, puisqu'elle ne les connaît pas. Aussi un hyperbordel, effectivement. Mais ça, c'est autre chose. Et en fait, l'hyperbordel, c'est justement dans cette hyperlimite, en fait. Si je parle de ces hyperlimites, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vraiment là, comme je disais au début, le problème, c'est que les limites d'un hyper, il faudrait qu'il les connaisse. Et pour connaître nos limites, en fait, il faut d'abord qu'on les expérimente. Et dans quoi on va les expérimenter? On va les expérimenter en faisant des choses. Quand on en est à ne pas avoir le droit de monter dans des arbres parce que c'est dangereux, chez un hyper, c'est hyper frustrant surtout. Okay. Donc les hyperlimites, c'est vraiment ces limites qui nous appartiennent. Le problème, c'est que tant qu'on ne les a pas dépassées, on ne peut pas savoir que ce sont nos limites. Bon, on va dire que pour un temps qu'on ne les a pas dépassées, tout va bien. Le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont dépassées, comme on est quand même des gens, on va dire, un petit peu hyper dans tous les sens, on va avoir du mal à revenir en arrière, voire pas du tout. Si quelqu'un dépasse vos limites, une fois qu'elles sont dépassées, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pour ça que beaucoup de personnes hyper sont seules, parce que, en fait, elles se sont rendues compte qu'à chaque fois qu'elles étaient avec quelqu'un, c'est le bordel, il y a un truc qui ne va pas, elles ne comprennent pas pourquoi. Quand on a compris ce principe de « OK, ça, en fait, c'était juste une limite », et une fois que tu as compris que c'est une limite, on va pouvoir travailler sur cette limite. Peut-être qu'en fait, comme c'est une hyper limite, elle est trop loin. Il va falloir rétrécir un petit peu le champ de ces limites pour que pour toi, ce soit, pour qu'il y ait une espèce de sonnette d'alarme de « Attention, tu n'es pas loin de ta limite ». Ça, c'est des choses qu'on met en place en thérapie et en coaching, parce qu'effectivement, c'est hyper important de comprendre où est ma limite et de me donner une marge de manœuvre entre c'est bientôt ma limite et c'est ma limite. Parce que voilà, si tu tournes, tu es sur l'autoroute et que d'un seul coup, tu te mets sur la voie de droite sans trop te poser de questions, parce que c'est le moment où tu dois sortir, hein, et qu'il y a un camion qui arrive derrière qui ne t'a pas vu, ou que tu n'as pas vu que tu ne peux rien, il y a un moment, tu as quand même de fortes chances de bunir. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive, c'est ce bunage-là, c'est ce qu'on vit en fait quasiment tout le temps dans les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. On va sans arrêt, et plus l'âge avance, plus on a l'impression en fait qu'on nous rétrécit notre champ en fait j'ai envie de dire notre champ de liberté. Mais en fait, c'est simplement que plus on avance et plus on va commencer à prendre conscience de nos limites. Et à un moment, les limites, elles sont effectivement faites pour être respectées par nous. Ce sont nos limites. Et dès qu'on est en dehors de nos limites, on va être complètement paumé et on va se planter régulièrement là-dessus. Est-ce que c'est clair ou pas pour vous? Oui, non? Est-ce que j'ai été clair? Ok. Pas de réponse. Je sais que ça doit être clair. Ok, on va continuer alors. Alors ça, c'était sur les hyper. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les couples ils se séparent? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la fusion, ça marche tellement bien que l'un des deux oublie qu'il ait une individualité avant tout. Dans 9 cas sur 10, c'est la femme. Dans un cas sur 10, c'est l'homme.
Et quoi qu'il arrive, le jour où on se réveille, ça fait mal. Et le problème, quand on y perd, on vient de le voir, c'est que là, on a touché une limite et que nous, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Donc là, c'est divorce assuré. Parce que chacun parle pour donner des réponses plutôt que pour écouter ce que dit l'autre. Je parle de communication, ce n'est pas pour rien. La communication, pour moi, aujourd'hui, dans notre société, c'est juste le problème numéro un des couples. Mais si j'allais plus loin, je pense que c'est notre problème de société numéro un, à tous les égards. On ne sait pas communiquer. On a des gens qui sont des hyper communicants, mais qui communiquent hyper mal. Ils ne savent pas communiquer. Après, il y a un processus qu'on nous a appris très jeune qui s'appelle le processus plaisir-douleur. C'est-à-dire que tu ne prendras pas de plaisir, ma fille, si ça n'est pas douloureux. Ce qui se passe régulièrement dans les premiers rapports où il faut absolument que ce soit douloureux. L'accouchement, ça doit être douloureux. Donc, plaisir-douleur, c'est quand même censé être lié. Et si on décrète, comprend qu'on peut vivre le plaisir sans douleur, à ce moment-là, il y a beaucoup de couples qui éclatent. Je parlais tout à l'heure du papa sur le canapé et la maman dans la cuisine. Ok, moi j'aime bien faire la cuisine, j'adore ça, hein, mais si je dois passer ma vie à faire la cuisine parce que l'autre en face n'a pas envie de se bouger le cul et qu'il est devant la télé ou qu'il fait complètement autre chose pour le plaisir pour lui, il y a un moment ça va me saouler et il y a un moment effectivement ça va clasher. Je vais demander gentiment une fois, deux fois, trois fois et à un moment ça va être la séparation. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de couples où effectivement l'un des deux sort du processus de plaisir-douleur, c'est-à-dire cette association, le plaisir, c'est douloureux, est-ce qu'on y a droit d'ailleurs au plaisir ou pas? En tout cas, il faut que ça passe par la douleur. Et ça, c'est vraiment un des points faibles de nos couples aujourd'hui, de quand il y en a un qui sort et l'autre qui veut rester, du coup, parce que bah oui, il y a tous les avantages, donc il n'y a pas de raison qu'il n'en sorte pas, qu'il en sorte, je veux dire, donc voilà. Le quatrième point qui est aussi très très fort, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes qui ont. Alors, on va parler un petit peu là énergétique, d'accord? Euh, on est une parité en fait intérieure entre notre côté masculin et notre côté féminin. Le côté féminin, c'est le côté un peu plus rêveur, un peu plus créatif, un peu plus ouais, on va dire créatif. Et le côté masculin, c'est le côté un peu plus actif. C'est le travail, c'est etc. C'est très, très, très résumé, évidemment. Il ne faut pas se cantonner à ça. Mais bon, l'idée, c'est un petit peu qu'on a ces deux parties et qu'aujourd'hui, on a des femmes, du coup, qui prennent beaucoup de masculin sacré et qui reprennent leur masculin sacré. Ça, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Le problème, c'est que de l'autre côté, on n'a pas d'hommes, on n'a pas assez d'hommes qui reprennent leur féminin sacré. Et comme l'homme a un peu du mal avec son féminin sacré, avec toute sa spiritualité, avec toute son énergétique, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pareil. Il y a la femme qui va reprendre son masculin, qui va reprendre sa vie en main, en fait. Et l'homme qui va, lui, se laisser aller en disant, mais je ne comprends pas, ça marchait très bien. Oui, mais ça, c'était quand moi, je n'utilisais que mon côté féminin. Si d'un seul coup, je me mets à utiliser mon côté masculin en tant que femme, il va y avoir, sachant que de l'autre côté, il a mis tout dans le masculin, il va y avoir un gros déséquilibre. Et c'est là où c'est pareil. Il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que la femme prend une place qu'elle a acquise, hein, et elle a le droit de la prendre. Mais du coup, ça déstabilise le couple puisque l'homme n'est pas capable d'aller chercher son féminin. Et c'est là où souvent je travaille avec l'homme, quand il accepte d'être en thérapie de couple ou en coaching, on va travailler sur ce féminin sacré, sur tout ce qu'il a à projeter, sur tout ce qu'il a à amener, en fait, grâce à ce féminin, dans son couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très peu utilisé. Je trouve que c'est vraiment dommage, parce que quand on est vraiment quand on est dans un vrai yin et un vrai yang, qui sont bien mélangés chez l'homme comme chez la femme, on va se permettre des choses et on va vraiment avancer dans le bon sens.
Donc, c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Et c'est vraiment une des grosses causes de séparation dont on ne parle pas assez. Et la dernière, qui est quand même, à mon avis, pareil, parce que l'un des 5 piliers n'est soit pas du tout exploré par un couple, soit pas équilibré dans le couple, soit qu'il n'y a pas de projet dans les piliers. Comme ça, on va en parler juste après. C'est hyper important, c'est vraiment ah bah tiens, ils sont là. Donc les piliers du couple, il y en a 5. Je l'ai fait dans ce sens-là exprès, parce que c'est souvent le schéma qu'on retrouve comme ça. Donc ça commence par le sexe, ok, et ça finit par l'amour. Vous allez me dire, normalement, voilà, on tombe amoureux. Ouais, mais on ne tombe pas amoureux pour rien de quelqu'un. On tombe amoureux parce qu'il y a des critères particuliers. Ça va être un homme ou une femme, hein, qui va rentrer dans nos critères. Et je vais peut-être être vulgaire, mais vous pouvez avoir en face de vous une bête de sexe, femme ou homme, si il n'a pas envie de construire ou elle n'a pas envie de construire. Si elle n'a pas du tout envie de travailler sur elle et que son identité, ben, elle ne bougera jamais. Si dans les limites, la sécurité, ce que j'ai appelé le financier, et qui est plus large, hein, ce n'est pas juste le financier, c'est vraiment le côté, ce que je suis capable d'échanger avec toi, en fait. C'est donc ma sécurité, c'est mes limites. Et ça, c'est très important chez la femme. Beaucoup plus que chez l'homme. Il n'y aura jamais d'amour. C'est-à-dire qu'il va jamais y avoir dans le couple un sentiment d'appartenance. Il n'y aura jamais une vision commune tant que ce schéma-là ne sera pas complet. Si vous êtes très bien avec quelqu'un, qu'au niveau des désirs, ça marche bien, qu'au niveau de la construction, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que vous êtes capable, c'est tout ce que vous allez mettre en commun, c'est tout ce que vous allez, c'est ce dont vous allez remplir le couple, en fait. L'identité, c'est également tout ce que je vais donner aux autres, en fait. C'est-à-dire l'image sociale, en fait, ni plus ni moins. Ensuite, bah, tout ce que je vais mettre avec l'autre, eh ben, il n'y aura jamais d'amour parce que l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Enfin, c'est un sentiment. Et le sentiment, en fait, c'est une succession d'émotions. Il faut donc qu'il y ait un sting, 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 pour qu'il y ait un grand sting là. S'il n'y a pas de grand sting, s'il n'y a pas les 4 stings, ça ne marchera pas. On peut être moyen sur le sexe, comme dans beaucoup de couples. Si vous êtes très fort, par exemple, si la personne vous met en sécurité, que sur le sexe, c'est moyen, mais que ça passe, et que le reste, c'est moyen et que ça passe, oui, il peut y avoir un certain niveau d'amour, un certain niveau d'appartenance. Ce ne sera jamais l'amour de votre vie, ce qu'on appelle l'amour de sa vie, mais il va y avoir de l'amour, il va y avoir un sentiment d'appartenance, de vision commune. Si le sexe, ça ne marche pas du tout, il va remettre complètement en question l'amour. Si le financier, ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire combien de couples on entend qui parlent de mais je ne comprends pas, on s'aime, mais ça ne fonctionne pas. Et quand on va dans le financier, en général, il y a plein de problèmes. Et il y a souvent des problèmes de je te donne, tu me rends. Ce fameux je te donne, tu me rends, qui est hyper important. Si la femme s'occupe des enfants et que l'homme passe toute sa vie au boulot, pour payer évidemment tout ça, il y a un moment, bah, du coup, il va y avoir un truc qui va s'appeler la construction, qui va pas être, qui va s'effriter en fait. Et ce rapport, il va être pareil, il va être trop dans un sens ou dans l'autre. Résultat des courses, l'amour va baisser, le désir va baisser aussi, évidemment. Et si ces deux baissent, le couple, il explose. Ces piliers, en fait, au départ, on va dire les 6-12 premiers mois, on va vivre un petit peu au jour le jour, on ne va pas vraiment comprendre ce qu'on fait, mais on va le faire. Et à un moment, il va falloir qu'on se projette, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse un projet dans cette idée que, voilà, le sexe c'est bien, l'amour c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quand on a 20 ans, on va dire que la route, elle est un petit peu tracée. Soit on va avoir décidé d'acheter un truc en commun, soit on va décider de faire des enfants ensemble, de prendre un chat, un chien, un poisson rouge. On va aller vivre nos passions ensemble. Et ça se passe très bien.
Et en général, ça pose pas de problème jusqu'à ce que, voilà. Mais parce qu'on est toujours en projet, en fait. On va commencer le projet maison, ou on va commencer le projet famille, ou on va commencer le projet professionnel aussi, qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, si l'un des deux, c'est un carriériste, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, hein, et que dans le couple, ça s'équilibre parce que l'autre ramène autre chose, et ben le projet de l'un qui est la carrière et le projet de l'autre qui est, par exemple, de s'occuper des enfants, tu peux être l'homme aussi, ça va très bien. Ça se passe très très bien dans les pays scandinaves. Dans les pays latins, on n'a encore pas vraiment cet état d'esprit, mais ça arrivera, c'est sûr. Euh, En fait, ça c'est équilibré et on se met sans arrêt en projet l'un sur l'autre. C'est-à-dire que celui qui est là pour les enfants va s'impliquer dans le projet euh, pro et celui qui est dans le projet pro va s'impliquer dans le projet aussi enfant, famille. Donc, il va équilibrer, les deux projets vont être équilibrés, et là, cette roue va continuer à tourner sans aucun problème. Quand à un moment, il y a un projet qui s'arrête, et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les burn-out, qui est pour moi une maladie de quasiment, j'ai quasiment jamais rencontré autre chose dans les burn-out que des hyperpensées. C'est notre incapacité à nous adapter à ce système qui pour moi est inadaptable. Et du coup, là, si on se retrouve, voilà, le financier va commencer du coup, le projet pro s'arrête pour une raison X ou Y. Euh, la personne vend son entreprise et remercie gentiment ou moins gentiment. On part sur un autre projet ou non, on ne part pas sur un autre projet. Et du coup, à un moment, le projet pro s'arrête et en face, il y a le projet famille qui lui continue. Et là, il va y avoir à nouveau un déséquilibre. Et c'est là où il y a plein de couples qui se cassent la gueule parce que, en fait, ils n'ont pas réfléchi avant à quel va être le projet derrière. Et par exemple, c'est un truc assez simple à faire, c'est se balancer tous les deux sur le projet famille, mais avec chacun sa vision et mettre chacun sa vision et après la vision ensemble. Ça, c'est tout con, mais ça permet des fois d'éviter justement ce burn-out et ça permet d'éviter toutes les dépressions qui vont avec, prise de médicaments, etc. Et puis aller voir. Voilà. C'est là aussi où on commence en général à travailler sur ça. Donc, mon projet plus ton projet, en fait, donc, mon projet plus mon projet, ça fait le projet de couple. Et là, on est vraiment dans ce projet de couple, c'est comme les piliers du couple, c'est les mêmes. Et il faut vraiment, à un moment, se poser et se poser la question, OK, est-ce que notre couple tel qu'il est, il va être équilibré? Est-ce que le projet, est-ce que j'ai envie de sortir avec cette personne, c'est-à-dire vraiment d'aller dehors, hein, OK? Est-ce que quand je suis avec elle, je me sens bien? Et du coup, est-ce que je la désire? Question, elle ne se pose pas en général. Si en général, on me dit oui de partout. Et quand on se met en projet, ben c'est là, OK, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, 10 ans, c'est souvent long dans un couple, mais vous pensez aussi, où est-ce que je me vois, comment je fais les choses? Et là, du coup, c'est vraiment mon projet, ma vision du couple, ma vision avec tout ce que j'ai, que j'amène dans le couple et qui va du coup permettre ou pas de faire avancer le couple. Quand on est en thérapie de couple ou en coaching de couple, c'est pas parce qu'on commence une thérapie de couple que le couple va résister. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Les couples font partie des choses qui peuvent s'arrêter et qui parfois c'est utile d'arrêter. J'ai plusieurs couples qui se sont arrêtés pendant 6 mois, 1 an, quitte à aller voir ailleurs comment ça se passe et qui des fois reviennent ensemble parce qu'effectivement, ils ont une nouvelle perspective. Et ça, c'est hyper important de se dire que tout peut s'arrêter. Ok, bah, pas de problème. Oui, oui, oui. Val, tu me laisses ton adresse mail et comme ça, je te l'enverrai. Ok? Laissez-moi, si vous devez partir à un moment ou à un autre, laissez juste l'adresse mail et j'enverrai ça à la fin de l'atelier. Super, parfait. Bonne journée. Euh, ok. Et si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, hop là, j'ai pas de nom, personne. Donc, on est là. Bon. Pas de questions? Ça va?
Ok. Sophie, Marie-Christine, Molinier, des questions? On continue. Ok, donc le projet de couple. Voilà. Alors, les limites de chacun. Ah, question. Ouais, Marie-Christine, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le couple fusionnel, c'est celui qu'on nous a inculqué. Et c'est celui dans lequel, en tant que hyper, on va avoir beaucoup de mal à, à- à vivre. Et effectivement, c'est un petit peu ce que je propose, c'est un petit peu justement un parallèle entre ce que nous, on nous a appris et ce que nous, on devrait faire. C'est-à-dire que les hyper qui vivent dans le monde normal, ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est quand même, enfin, je sais pas, toi, tu veux prendre la parole, tu peux, hein, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Le schéma, il est évidemment dangereux, mais il est encore plus dangereux quand on est en hyper. C'est-à-dire que le couple fusionnel, c'est quand même celui dont on nous a appris depuis l'enfance, qui était génial, hein. C'est, voilà, je t'aime, tu m'aimes, on va passer notre vie ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même ce qu'on nous a appris de base. Et effectivement, le schéma est très dangereux parce que ça veut dire que soit on s'empêche d'avancer, soit on empêche d'avancer l'autre. Donc, ouais, effectivement, le couple fusionnel, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Mais si tu as autre chose à rajouter, tu peux parler dans le micro, il n'y a pas de souci. C'est vous qui avez la main Oui, sur le micro. Vas-y. bonjour. C'est un peu délicat, c'est vraiment des sujets tellement, tellement vastes. Ah oui, Euh, En fait, effectivement, le côté fusionnel pour moi est dangereux parce que ça veut dire qu'on s'oublie, qu'on se nie et qu'on n'existe qu'à travers l'autre. Et ça, c'est franchement casse-gueule. On sait très bien qu'on peut pas, si on n'est pas soi totalement à la base, on construira rien qui tienne la route. C'est c'est mon point de exact. vue, hein. Bon, moi j'ai passé la cinquantaine, hein, donc je suis passée par pas mal d'étapes déjà. Donc, effectivement, il y a une approche qui se veut un peu réaliste, un peu désillusionné de ces schémas justement qu'on nous a inculqués, à savoir, voilà, pour s'aimer, il faut se fondre dans l'autre. Hmm. Ce qui est faux, parce que si on n'est pas soi, enfin, c'est aussi des principes de base. Si on s'aime pas soi, on peut pas aimer l'autre. Si on se respecte soi, on ne peut pas. Si on se respecte pas, on peut pas respecter l'autre, et ainsi de suite. Donc la base, pour moi, c'est l'individualité avec tout ce que ça a de noble. C'est pour ça, Marie-Christine, que j'ai dit tout à l'heure qu'on oublie un peu trop facilement que le couple, c'est un plus un. Complètement. Mais je trouve que l'approche dans ton discours est très axée sur le fusionnel, et finalement, moi, je ressens pas tellement le risque dans le discours. Et c'est bon, voilà, c'était juste pour ça que je voulais intervenir C'est et ça. Bah, peut-être écoute, merci d'être allumer la intervenu. petite Tu as bien fait, lumière, hein. attention danger, quoi. Tu as très bien fait. Alors, je ne sais pas les autres si vous avez eu le même ressenti. Oui, c'est ça. Mais, oui, oui, Non, pour le oui. coup, parce que j'ai bien entendu au début, enfin, j'ai bien vu le truc. Attention, par contre, danger, c'est de ne pas s'oublier. C'est Et ça. que si à partir du moment où tu t'oublies, là, effectivement, tu te fais absorber par l'autre dans la relation. Hmm. Alors, c'est peut-être Mourtar hein, qui explique que c'était peut-être au tout début, j'ai peut-être C'est loupé ça. une intro qui partait de ces préceptes-là. Et OK, Ça. quand on pense. En fait, je suis un peu parti au départ de toutes ces phrases qu'on a entendues et qui nous ont un peu pourri la vie. Et ça passe entre autres par cette phrase effectivement, voilà, un couple, ça doit être fusionnel. Mais le couple fusionnel, le seul moment où on est fusionnel, c'est dans l'amour. L'amour, c'est fusionnel. Et ça, c'est normal. Là où ça devient pas normal, c'est quand tu es tout le temps fusionnel. Absolument. D'accord? Euh, la sexualité, elle a besoin d'une fusion, mais c'est une fusion qui est dans l'amour et qui doit être euh, euh, sur un temps donné. C'est ça. Puis la C'est un tout sexualité, qui s'équilibre. voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, la sexualité, c'est pas non plus juste le moment de la pénétration, c'est un moment qui est très très long. Quand on parle de sexualité dans un couple établi, dans quelque chose de durable, euh, c'est je me lève le matin et je dis un mot doux dans l'oreille de
mon bien-aimé ou ma bien-aimée, je lui dis bonjour. Ça, déjà, on est déjà en train de faire l'amour. Un câlin, c'est déjà faire l'amour. C'est bien au-delà, en fait. Et du coup, le désir, puisqu'on parlait tout à l'heure de désir, c'est vraiment au-delà de simplement s'accoupler, c'est-à-dire devenir fusionnel. Tout à fait. Et effectivement, comme on a tout mis sur la fusion, ce couple fusionnel, il faut juste se rappeler quand même que le couple fusionnel, il est né à la révolution industrielle parce qu'il fallait faire plein de gosses pour pouvoir mettre de la main-d'œuvre dans Les dans les usines. usines. Hein. Et là, d'un seul coup, on s'est mis à avoir la Vierge Marie, on s'est mis à avoir plein de fantasmes en fait sur ce couple fusionnel. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, la façon dont sont gérées les entreprises, où tu as vraiment des gens qui sont fusionnels avec leur entreprise, mais comme ils sont fusionnels aussi, on est vraiment dans cet état d'esprit de ce qu'on appelle le patriarcat, qu'on retrouve d'ailleurs quand c'est une femme qui est patron, c'est exactement les mêmes problèmes. Hein, y a pas de... Et du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment à un moment sortir de cette fusion. Et en fait, plus tu vas sortir facilement de cette fusion, plus tu vas revenir facilement vers l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de couples qui se pètent la gueule, entre autres chez les jeunes, c'est qu'ils veulent tout le temps être ensemble. Ça se comprend, on a envie, hein, mais à un moment, si tu ne te sépares pas un petit peu, eh ben le désir, il va s'estomper. Comme je disais tout à l'heure, tu vas augmenter l'amour, mais l'amour, si tu en fais quoi? Tu n'en fais rien, ça ne sert à rien. L'amour, ce n'est pas une fin en soi, c'est une construction à un couple. C'est pour ça que je mets les 5 piliers qui sont, pour moi, vraiment importants. Est-ce que ça te va, Marie-Christine? Tout à fait. Voilà, merci à Merci. toi. Merci. Je vais te demander de rééteindre ton micro pour qu'on puisse continuer. Mais voilà, c'est vraiment, tu as raison, c'est hyper important. Et tu as bien eu raison de nous le souligner. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de limites. Et je voulais revenir un petit peu dessus parce que c'est hyper important. Les limites pour un hyper, c'est quoi? En fait, c'est 3 mots qui sont assez simples et qui vont en fait sans arrêt ensemble. C'est les besoins, les valeurs, les comportements. Nos besoins, en général, on les connaît pas trop mal. Les valeurs, souvent, on n'en a aucune idée. Et pourtant, ces deux choses-là, c'est ce qui détermine nos comportements. C'est-à-dire que si on est sans arrêt dans la fusion, en général, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas du tout assouvi et que comme on n'a pas assouvi notre besoin, eh ben, on va aller à l'encontre de nos valeurs. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Alors, est-ce que vous connaissez toutes et tous la pyramide de Maslow? Pyramide de Maslow, Maslow, c'est un... Je vais vous dire une connerie, c'est pas un russe, mais c'est quelqu'un de l'Est qui a établi 5 besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins sociaux, les besoins d'estime, de confiance et l'accomplissement personnel. Comme on voit, l'accomplissement personnel, c'est tout en haut. Si tu as faim, franchement, de savoir si Dieu existe, t'en as un peu rien à foutre, à part si c'est pour lui demander de la monnaie pour pouvoir acheter du pain. Sinon, franchement, c'est pas ton truc principal. Si tu n'as pas de toi, franchement, la confiance en toi, tu ne peux pas en avoir. Si tu te sens tout le temps isolé, c'est pareil, la confiance en soi, ça va être difficile à atteindre, etc., etc. En sachant que le besoin premier de tout individu, quel qu'il soit, c'est le besoin d'intégrité, c'est-à-dire le besoin de rester soi-même. Et là, on se rejoint avec Christine, c'est que tu ne peux pas être fusionnel tout le temps parce qu'à ce moment-là, tu t'oublies et tu ne peux pas rester toi-même. Or, l'inconscient, lui, son job à lui, c'est vraiment de toujours tout faire pour que la personne qui a existé reste toujours la même. Si tu es comme ça, c'est parce que tu as eu besoin à un moment d'être comme ça. Donc, soit on travaille, soit on va au-devant de gros problèmes. OK? Donc, effectivement, si on part du principe que le but de la psyché humaine, c'est de rester soi-même, à ce moment-là, le couple fusionnel n'a plus aucune valeur. Le problème, c'est quand on parle à des gens qui sont quand même un petit peu... ils ont beaucoup de mal à l'admettre. Alors, c'est quoi en gros les valeurs? Les valeurs, c'est ce qui est ancré au plus profond de nous.
mais elles peuvent varier en fonction des contextes. Je pense que si je vous demandais là maintenant, d'ailleurs c'est la truc d'après, la, la diapo d'après, ce qui est important pour vous, quand est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que cela, c'est en accord avec qui je suis? Ça, c'est une phrase très importante parce qu'en fait, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Ok, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir partager. C'est hyper important pour moi, c'est de partager. C'est important, je suis avec mes amis. Mais par contre, ce n'est pas obligatoirement en accord avec moi parce que c'est quelque chose qu'on m'a appris. Et en fait, le partage dans ces conditions où il faut absolument donner aux autres, avant moi-même, ça ne me va pas du tout. C'est d'abord, je me sers, je prends ma part. Et quand j'ai pris ma part, à ce moment-là, je partage avec plaisir. Mais si je me spolie complètement pour l'autre, c'est plus du partage, c'est du racket. Donc là, est-ce que ça m'apporte ce qui est important pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Et là, après, on a le classement des valeurs. Donc ça, c'est un truc, si vous en avez besoin, je peux vous le donner. C'est vraiment important de comprendre quelles sont vos valeurs, à quel moment vous l'utilisez, et si c'est OK pour vous. Parce que si ce n'est pas OK pour vous, il va falloir cette valeur, vous la mettiez en accord. Comme je vous disais, si l'idée, et c'est pas pour rien que j'en parle, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui deviennent maman et qui ne deviennent plus que maman. Maman, c'est une identité. Je suis maman. Ben non, tu n'es pas maman. Tu n'es pas maman. C'est pas ton prénom. C'est pas ton but dans la vie. Ton but dans la vie, c'est d'évoluer toi et d'avancer. Donc, tu n'es pas maman. Tu es une maman et tu es la maman de tes enfants. Okay. Donc, s'oublier, on est toujours dans cette idée de s'oublier, ce n'est pas une bonne chose. Donc, vraiment comprendre ce que ça m'apporte aussi, c'est important. Les 3 choses que ça m'apporte. Il y en a au moins 3, des fois il y en a plus. Moi, si on prend la liberté, c'est important pour moi tout le temps. Je suis en accord avec ce que je suis, oui. Et parfois, certaines libertés me vont, d'autres ne me vont pas. Donc, j'ai regardé lesquelles ne m'allaient pas, pourquoi elles ne m'allaient pas. Ce n'est pas que ça m'apporte, c'est pourquoi. Et du coup, voilà. Et lequel des mots de ce que ça m'apporte me parle le plus. C'est hyper important. Et là, après, on peut avoir aussi ce qu'on va appeler un classement. C'est-à-dire que si je devais garder qu'une seule valeur entre la liberté, la sécurité et le partage, je garderais laquelle? Ah ben moi, ce serait la liberté, parce que pour moi, la liberté, c'est ce qui est le plus important. Et s'il y en a, peut-être que ça va être le partage. Et du coup, effectivement, on comprend certains de nos comportements et certains de nos besoins aussi, parce que là, derrière, quand on parle de nos valeurs, là, je parlais par exemple du partage, je parlais de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est autant une valeur qu'un besoin. C'est-à-dire que si je me sens étouffé dans une relation, la relation, elle va exploser, c'est normal. Parce que mon besoin, moi, c'est la liberté. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des valeurs comme ça, des besoins euh, qui sont dans lesquels vous ne vous êtes pas obligatoirement toujours senti à l'aise? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont importantes pour vous et avec lesquelles vous n'êtes pas en accord? Vous avez le droit de répondre dans la discussion, vous pouvez aussi prendre la parole, ça me va. C'est Sophie. Si, pour moi, ça a vraiment été la liberté. Donc, souvent, je me suis en fait contraint à respecter un cadre. Puis, j'ai pas respecté cette notion de liberté. Donc, maintenant, j'ai changé de travail, je me suis séparée. Puis là, je suis vraiment à redéfinir ce que je veux. Donc, la liberté, pour moi, c'est vraiment numéro un. C'est ça. Et du coup, c'était à quel moment que tu as renoncé à cette liberté? Et ça a été graduel, on va dire, parce Ouais, que je me suis toujours conformée dans le cadre. J'ai trouvé un travail sur de long terme, j'ai eu 2 enfants. Je me suis pas mariée, mais j'ai eu un conjoint pendant plus de 20 ans. Donc, ça a été vraiment graduel, me conformer, puis pour être aimée, avoir de l'attention. Puis à un moment donné, c'est comme je me suis réveillée, mm, j'ai tout fait littéralement. Je sais pas ce qui se passait. Puis là, j'ai dit, j'étouffe, il faut que je sorte de ça parce que c'est pas qui je suis. Je suis pas malheureuse, je suis pas heureuse, mon couple est beau, mais je me suis carrément oubliée. Puis cette liberté qui était vraiment importante pour moi, que j'ai laissée de côté. Donc, mm.
c'était vraiment graduel. C'est ça. Et du coup, ben, quand c'est plus en accord avec qui tu es, et ben, il y a Oui, un moment, voilà. Et par exemple, je pense que là, on est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a un truc qui est important pour toi, c'est la fusion. C'était important dans le couple. À part qu'à un moment, c'est passé au-dessus de ta liberté, qui est quand même ta valeur primordiale. Et là, du coup, tu t'es senti étouffé. oui, exactement. Puis j'ai comme des relations un peu comme passives-agressives. Parce que l'image, on va dire, l'image, le masque était très souriant, très heureux. Hmm. Et derrière, c'était vraiment la rébellion. Parce que tu avais au début, là, avec t'acceptes le cadre où tu le combats, tu es en opposition. Donc, moi, l'image était j'accepte, mais en dehors, c'était vraiment, en dedans, c'était plus comme l'opposition. Ouais, je comprends. Je pense qu'en plus, il y a dû y avoir des problématiques liées à la place. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose de très important. Et effectivement, voilà, les valeurs que nous, on a. Et comme en plus, nous, on est des hyper, nos valeurs, elles peuvent pas être, on ne peut pas les contre. Je veux dire, ça va aller un temps, tu vas accepter pendant un temps de te priver de cette liberté dans le couple, par exemple, parce que tu as un besoin de sécurité qui est aussi très important, par exemple, ou un besoin de partage très important. Mais à un moment, si ta liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, ça va exploser. Ok. Donc, les valeurs, c'est vraiment le point sur lequel il faut vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire le point, c'est hyper important. Et ça, quand on fait coaching, quand on fait la thérapie, surtout chez les couples, on va vérifier que moi, je dis souvent, déjà, au bout d'un an, quand on fait le point, on va vérifier que nos valeurs soient les mêmes. OK? Et à peu près tous les 3 ans, tous les 3, 4 ans, quand il y a des petits. Il faut vérifier que nos valeurs, euh, elles soient toujours au même niveau. C'est-à-dire que si l'homme a un grand besoin de liberté et que la femme a un grand besoin de sécurité, il y a un moment, ça va castagner parce que bah, il y en a un des deux qui va pas du tout comprendre. Déjà, quand on parle de liberté à l'autre, l'autre il dit, quoi, tu veux me tromper? Donc, je dis juste, j'ai besoin d'air. Non, tu veux me tromper. L'autre, il est dans sa sécurité, en fait. Tu parles en termes de sécurité et toi, tu lui parles en termes de liberté. Donc, effectivement, je pense que de temps en temps, regarder dans un couple où on en est sur les valeurs, c'est hyper important. Ça permet vraiment de refaire un petit peu le point à ce niveau-là. Et quand on parle de valeurs, évidemment, derrière, on va parler de besoins, puisque les valeurs, elles sont toujours attenantes à un besoin. Et pareil pour les comportements, on est toujours dans un besoin. Euh, les comportements, c'est ce que je fais. Okay, ça, je pense que tout le monde a eu à peu près la même chose. Mais la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est pourquoi je le fais. Pourquoi j'ai besoin un comportement, ce qu'on va appeler un comportement déviant, par exemple, de j'ai pas envie de me mettre en couple, de j'ai besoin d'aller voir ailleurs, de. Et ben, la question, c'est pas qu'est-ce que je fais, mais pourquoi je le fais. Et quand on va atterrir dans le comportement, on va aller voir deux choses. La première raison pour laquelle je le fais, c'est l'environnement. Et quand on est dans l'environnement, là, on regarde un petit peu bah, le couple, etc. Est-ce que tout est OK pour moi? Bien, quand il y a des comportements déviants, c'est pas là que ça pêche le plus, c'est là. Euh, je dis déviant, c'est exprès un petit peu, mais c'est pas moqueur pour autant. C'est-à-dire que on ne trompe pas quelqu'un parce qu'on ne l'aime plus, on trompe quelqu'un parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je dis que là, en général, hein, quand on a un problème de comportement, ça va souvent se remonter sur les croyances, les valeurs et essentiellement l'identité et le sens. Parce que si on ne sait pas dans quel sens et dans quelle identité on est, par exemple dans son couple, on va obligatoirement, à un moment ou à un autre, se poser des questions. Là au début, tout à l'heure, je parlais des projets de couple. Là, clairement, un comportement qui va avoir tendance à être jugé comme déviant a souvent des racines dans le sens que
que nous, on donne à notre couple. Et également, c'est dans cette identité qu'on n'a pas assez à travailler. Alors, moi, un de mes outils, pas des moindres, c'est ce que j'appelle la systémique. La systémique, c'est quoi? C'est une manière de travailler, c'est une manière de définir, d'étudier et d'expliquer les phénomènes en considérant le phénomène non plus comme isolé, mais comme un système. C'est un ensemble d'interactions entre sous-systèmes au sein d'un plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, déjà, on est des systèmes. Par principe, on a le système immunitaire, on a plein de systèmes qui créent un système global et qu'on va appeler le moi. Et dans ce système, déjà, il y a deux systèmes différents en termes de psyché. Il y a ce qu'on va appeler le conscient et ce qu'on va appeler l'inconscient. Dans ce conscient et cet inconscient, il y a des choses que nous, on a envie de faire et qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas faire et qu'on fait quand même. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les complexes conscients-inconscients. Quand on a deux inconscients qui se retrouvent, on appelle ça un couple. Conscient aussi, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on va, pour travailler sur le couple, on va être obligé de commencer par travailler sur soi. Parce que du coup, il faut travailler sur le plus petit sous-système qu'on trouve. Et le plus petit sous-système, c'est moi. Alors, un truc que je ne crois pas que j'ai mis, mais qui est important, et que je trouve que, oui, je ne crois pas que j'ai mis une seule diapo là-dessus. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut être en couple? Et est-ce que c'est bien d'être tout seul? À votre avis, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi on se met en couple? Et pourquoi on se met pas en couple d'ailleurs? Les réponses libres. Oui, oui. Diane? En général, on se met en couple pour combler un manque et pour guérir ses propres blessures, sauf qu'on essaye d'espérer que l'autre guérisse nos propres blessures, sauf que c'est à nous de trouver la chose et que c'est pour ça que ça foire, c'est que tant qu'on n'a pas réussi à savoir vivre avec soi-même et à s'aimer soi-même sans attendre l'approbation de l'autre et l'amour de l'autre et ceci, cela, du coup, on va dans le mur à chaque fois parce que on reprend les schémas parentaux et on espère de l'autre qui guérisse les blessures de la famille, en fait. Alors là, tu viens de nous parler de 3 sujets différents qui sont très importants. Je vais reprendre. Mais ouais, est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui a envie d'intervenir sur le pourquoi on se met en couple ou pourquoi on reste tout seul? J'ai mis exprès, est-ce que c'est bien d'être tout seul ou pas? C'est pas pour rien, en fait. Pour Moi, moi, une question. Pardon. Attends, je ne sais pas qui parle. Alors, moi, j'avais commencé Marie-Christine. Je pense que c'est Sophie par ailleurs, peu importe. Bah, il y en a une des Oui, deux. vas-y, Marie-Christine. Ok. C'est Sophie. Pour, Je t'interroge après. Ok, pour- je pour t'écoute. moi, c'est une question d'harmonie. Et puis, on reste des animaux sociaux. Donc, il y a une nécessité d'être dans le lien et dans le partage. Voilà, le fait de se mettre en couple pour être dans une normalité ou pour combler quelque chose, effectivement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est Ouais, mur direct. Voilà, donc d'abord être soi et ensuite le partager avec l'autre, tant que c'est harmonieux et tant qu'on peut s'apporter quelque chose, se nourrir l'un l'autre avec des vagues successives. Voilà, on évolue, tout est mouvant en permanence, donc c'est un apport continu jusqu'au jour où on n'a plus rien à s'apporter. Et c'est OK. Voilà. Ça peut être intéressant. Merci Marie-Christine. Sophie? En fait, j'allais un petit peu dans le même sens que Marie-Christine, mais c'est une question que j'avais. Finalement, je me suis séparée, puis après, je me suis dit, mais pourquoi être en couple? C'est aussi pour reproduire des modèles qui existent, puis finalement, que je veux pas, quelque part, que je rejette. Et après, c'est ça, mais pourquoi être en couple? C'est que nous, on est deux êtres complets. C'est là où je rejoins Marie-Christine, mais c'est justement pour la connexion, pour le partage, pour apprendre de l'autre aussi, pour que l'autre soit notre miroir, pour voir sur quoi on a travaillé. Puis c'est agréable d'être en couple et de partager quelque chose. Mais pour moi, aucunement, ça serait pour répondre à des manques. Donc, je préfère être seule
que d'avoir on va dire, une relation qui viendrait combler quelque chose en moi. Il faut que ça soit un couple, il faut qu'il m'apporte quelque chose, encore plus de bonheur que j'ai, mais je suis heureuse toute seule. Ok. Donc, c'était Juste ça une pour moi. question. Qu'est-ce que tu entends, toi, par miroir? Parce que moi, j'ai ma définition. Et je suis vraiment heureux que tu aies prononcé ce mot parce que c'était vraiment celui que j'attendais. Mais de toute façon, voilà. Il n'y a pas il y a que des bonnes réponses dans ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci, hein. C'est juste que, effectivement, cette notion de miroir est hyper importante. Donc, qu'est-ce que toi, tu entends par ceci par miroir, du coup? Mais c'est sûr que c'est l'autre est notre miroir, ce qu'on aime, parce que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Ce que j'aime chez l'autre, je l'ai. Puis ce que je Mm. n'aime pas chez l'autre personne, je l'ai aussi. C'est peut-être quelque chose en moi que j'accepte pas. Donc, si je vois quelque chose chez l'autre qui me chiffonne, là, il y a quelque chose, je sais que j'ai quelque chose à travailler en moi, là. C'est C'est ça. dans ce sens-là, le miroir. On Merci, évolue Sophie. beaucoup plus vite. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, nous fait évoluer. Mais c'est ça un peu l'idée en fait. C'est dans la systémique, c'est exactement ça en fait qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de se mettre en couple, c'est effectivement pas obligatoirement pour. C'est de travailler ses blessures évidemment, mais c'est pas l'autre qui va travailler ses blessures. Parce que de toute façon, si l'autre il t'attire, c'est parce qu'il a cette blessure. Sinon, il t'attirerait pas. Ok. Par contre, l'idée c'est pas de le changer lui, c'est de changer toi. Parce que ce que font la plupart des couples, c'est à un moment, ils essayent de changer l'autre et ils ne comprennent pas. T'es vraiment trop con, tu n'arrives pas à changer, quoi. Mais non, c'est pas à moi à changer, c'est à toi à changer. Parce que ce que je te renvoie, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc voilà, on est vraiment. Bon, merci à toutes les trois d'être intervenues. C'est super intéressant. Et oui, effectivement, euh, mais je pense que ça, comme tu l'as dit, on est des êtres sociaux. Et pourquoi on vit en société? Bah parce qu'en fait, on a besoin d'évoluer. Mais là, on est vraiment dans le qu'est-ce que je fous sur cette terre? On ne va pas se mentir. C'est qu'est-ce qu'on est venu chercher sur cette terre? Pourquoi on s'est incarné? Pourquoi on est. Voilà. Donc là, on est dans le domaine de la croyance, évidemment. Mais moi, ma croyance à moi est très claire là-dessus. C'est que plus j'évolue, plus je me pose la question, mais comment ça se fait qu'on s'incarne et pourquoi il y en a qui souffrent, pourquoi il y en a qui ne souffrent pas. Et à un moment, la question, elle est OK, pourquoi ça me dérange qu'il y en ait qui aient de l'argent et pourquoi ça me dérange qu'il y en ait qui soient SDF? Parce que ça parle à deux parties différentes de moi, peut-être que c'est la même d'ailleurs, et c'est cette partie qui, qui est complètement contre l'injustice, qui est vraiment touchée à chaque fois qu'il y a des grosses injustices. Et du coup, moi, je ne peux pas aider tout le monde, je n'ai pas les moyens, ou alors je fais des webinaires et des ateliers, et là je vais aider dans, dans mes compétences. Mais du coup, vraiment dans le couple, mais même dans la vie entière, on a vraiment besoin de l'autre parce que l'autre est notre miroir. Et tu l'as très très bien défini, Sophie. L'autre, il est notre miroir, non pas pour qu'on travaille sur lui, mais pour qu'il nous montre ce que nous, on a à travailler. Et une fois qu'on a compris ça, et d'autant plus en tant qu'hyper, on a beaucoup plus de bonnes raisons d'être célibataire ou de choisir la bonne personne. Et c'est plus facile aussi de trouver une personne qui nous correspond. Parce qu'on va évidemment attirer quoi? On va attirer la personne qui est là pour nous faire travailler des choses, évidemment. Alors la question peut-être que vous vous posez, c'est pourquoi on attire toujours la même personne, le même type de personne? C'est-à-dire que quand on est, en général, quand on s'est tapé un pervers narcissique, il y a de fortes chances qu'on s'en tape un deuxième derrière. Pareil pour le une. Hein, je mets un parce que j'ai l'impression que vous êtes que des filles, mais en tant qu'homme, ça marche aussi très bien et c'est très marrant. Et la question, c'est, OK, et qu'est-ce qu'elle vient de faire travailler? Et qu'est-ce qu'elle vient de faire travailler? Le pervers narcissique, pour nous, il vient de faire travailler nos propres limites, notre propre capacité d'acceptation, par exemple. Pour moi, c'est souvent, quand on a un pervers en face de nous, on dit, OK, qu'est-ce qu'il est venu me faire travailler? Et là, la question, c'est, ah bah oui, le non. Vous savez, ce truc très, très simple à dire, je suis sûr que vous parlez, non. On répète tout après moi, non. Je ne veux pas, non. Donc voilà, le miroir, c'est vraiment cette idée que l'autre vient me faire travailler en direct.
Euh, Tu as parlé de plusieurs choses aussi, Diane, qui me semblaient assez intéressantes. Donc, de reproduire des schémas. Alors, les schémas familiaux, oui, euh, mais pas que. Il y a beaucoup de schémas, en fait. Alors, moi, j'ai une grille de lecture qui est un petit peu simpliste, mais qui est très, très utile, dans lequel, en fait, la personne avec qui tu es, que ce soit un homme ou une femme, c'est le côté maman, en fait, qui va te l'apporter. C'est-à-dire, comme toi, tu as vécu ta relation avec maman, tu vas retrouver exactement les mêmes choses dans tes couples, mais aussi avec tes enfants. Donc, si, par exemple, maman était un peu manipulatrice, il y a de fortes chances qu'effectivement, tu retombes régulièrement sur des manipulateurs. Jusqu'à ce que toi, tu décides de casser ce schéma consciemment. Alors, en travaillant consciemment ou inconsciemment dessus, soit en te faisant aider, ça c'est quand même un peu plus bien, parce que c'est plus profond, en fait. Soit en trouvant des parades qui te permettent de dire non, par exemple. Juste ça casse beaucoup la perversion et la manipulation. Et tu m'as parlé également du transgénérationnel. Alors, le transgénérationnel, c'est un petit peu ma spécialité aussi parce que, on ne va pas se mentir, hein, on s'est tapé quand même 2 guerres en à peine 50 ans. Et la place de la femme a complètement changé pendant ces périodes-là. Génial, on est bien d'accord. Mais du coup, il y a une espèce de vide à l'intérieur de tout ça. Et dans le transgénérationnel, il y a beaucoup de choses à travailler. Parce que, l'air de rien, dans notre ADN, c'est écrit que les femmes, les émotions sont écrites dans notre ADN, en fait. Il faut juste savoir ça, c'est un truc. Au début, on croyait que 95% de notre ADN, c'était du vide. En fait, pas du tout. C'est des informations qui sont plus ou moins accessibles et qui reviennent, en fait. Et un des trucs qui revient plus souvent, c'est justement ces émotions. Et par exemple, l'émotion d'abandon, on retrouve chez quasiment tout le monde dans le monde occidental. Cette blessure d'abandon, qui est une émotion à la base, elle vient parfois, même souvent, du transgénérationnel de vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, vos arrière-arrière-grand-mères, qui ont vécu, par exemple, pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. J'ai eu ça il n'y a encore pas très longtemps. Écoute, en 1915, ils se fiancent. Ils savent tous les deux qu'il va partir au front. Bah, ils en profitent un petit peu et paf, il y a un enfant qui naît. À part que lui, il meurt au front. Est-ce que ça rame chez tout le monde ou c'est juste chez Diane? C'est quand je parle Il y très a vite? un petit- il y a eu un petit bug tout à l'heure sur la voix, mais c'est passé. Ah, mais normalement, Ouais, je ne sais pas si ça vient de mon ordi qui est un peu vieux ou par moment ça sature littéralement, mais ça fait que 2-3 fois que ça me le fait là. Ok, Donc, d'accord. je Mais sais j'ai pas eu si un c'est appel, mais normalement, j'étais en ne pas déranger. Ok. Oui, donc, la personne, elle a un enfant avec cet homme. Le problème, c'est que cet homme, il meurt au combat. Il est mort juste avant de. D'accord, ok. Bon, j'espère que. Du coup, depuis, les femmes, elles vivent dans l'abandon constant. Elles construisent quelque chose qui va se casser la gueule et elles vont être obligées de construire la même chose avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est du transgénérationnel de base. Et ça, que ce soit dans le fusionnel ou pas dans le fusionnel, ça va se revivre sans arrêt. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un système dont il faut sortir. Et on ne peut pas en sortir en conscience parce que réellement, là, il y a rien de tangible, en fait. Donc, ouais, le transgénérationnel, reproduire les schémas, mais les 3 quarts, voire 80% des schémas
transgénérationnels, c'est des schémas inconscients. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de quelqu'un pour travailler. Et là, je parle plutôt d'un accompagnant, d'un coach ou d'un thérapeute, parce qu'il y a des schémas qu'on ne peut pas voir tout seul. Même si on voit l'autre, même si on a un miroir, aussi bon soit-il, c'est pas lui qui va pouvoir nous expliquer pourquoi on met en place ce schéma répétitif. Et on va peut-être pas pouvoir en sortir tout seul. C'est aussi pour ça que parfois, pour certaines personnes, c'est plus simple de rester célibataire parce qu'elles ont l'impression que sinon, elles vont encore reproduire le même schéma que leur maman, leur grand-mère. Et ça, c'est quelque chose d'hyper frustrant. Ça ne marche pas chez les hommes. Là, je pense que j'ai que des femmes, donc je mets au féminin, mais on retrouve la même chose chez les hommes. Des hommes dont on prive d'une partie de leur masculinité. Mais c'est vraiment la même chose pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut travailler parce qu'en plus, comme c'est transgénérationnel, donc ça descend, ce que vous vivez aujourd'hui, vos enfants vont le vivre aussi. Alors que si vous cassez cette énergie, cette information dans votre ADN, vos enfants vont faire la même chose et vont profiter en fait de ce travail sur vous. Une question, Aude? Je peux voir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que j'étais assez clair sur le transgénérationnel? Moi, ça me parle énormément, en fait, le transgénérationnel. C'est de briser les schémas, les patterns Mhm. de la famille. Donc, je vois beaucoup ma mère en moi, des choses que j'aime pas. Puis, j'essaie de les combattre. Ben, c'est ça, déjà d'en avoir conscience de ces schémas-là, savoir d'où ça vient, oui et non, puis essayer, pas de les rationaliser non plus, mais c'est de les intégrer, puis de les changer, je trouve Mhm. qu'il faut donner beaucoup d'amour à travers ça, là. C'est de comprendre sans juger, puis de savoir qu'on réagit comme ça, puis essayer un autre chemin. Donc, je me suis donné un peu comme mission de nettoyer le générationnel de la famille, ce qui est un gros défi, mais j'aime ça en fait. C'est pour libérer mes filles. Quelque part, je dis, je veux pas qu'elles vivent les mêmes choses que moi. Elles auront leurs choses à vivre là, mais si Mhm. on peut en nettoyer un Est-ce que, petit bout est-ce que pour tu que... travailles des fois dans les constellations? Constellations? Non, mais C'est un j'y outil suis pas qui encore. est. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mes constellations. J'ai Voilà. pas Voilà. travaillé. Moi, je le fais en hypnose. C'est-à-dire que je le fais voilà, je le travaille en hypnose parce que j'ai trouvé un protocole qui marche super bien, qui est pas très très loin en fin de compte, qui est dans la même énergie que la constellation familiale, parce qu'effectivement, c'est hyper important pour moi, quoi. Et effectivement, le transgénérationnel. Voilà. Alors, pour répondre à Marie-Christine, euh, le transgénérationnel, ce que nous, on prend, cette information qu'on prend, c'est de l'émotion. OK? Et les blessures, c'est ni plus ni moins que de l'émotion, en fait. Donc, c'est pour ça que je mets dedans. On peut avoir des colères contre l'homme, par exemple. Euh, il y a eu beaucoup de ça. Alors là, on est plus dans la Deuxième Guerre mondiale, avec les hommes qui sont partis faire les travaux forcés en Allemagne. Mince, le truc sur le travail en Allemagne, là. Et du coup, là, on a beaucoup de femmes qui sont dans la colère sans comprendre pourquoi, parce que les hommes sont revenus, mais parfois, t'as des petits franco-allemands, là où ils ont fait le travail, les travaux obligatoires, le STO, c'est un vieux travail obligatoire, ouais, j'ai trouvé. Euh, et effectivement, il y a une colère contre l'homme, et là, il y a de la trahison, par exemple. Et quand tu regardes l'histoire de la personne, tu te dis, il n'y a aucune trahison réelle qui pourrait mettre dans des colères pareilles. Et ces colères, elles sont vraiment transgénérationnelles. Il faut juste savoir que dans le transgénérationnel, les émotions que vous vivez, vous, ne sont pas obligatoirement les émotions de vos mères. Parce que souvent, ça saute des générations. On dit par exemple que les victimes des camps de concentration, les enfants des victimes, ils ont
pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu grand-chose derrière. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je vais l'admettre, mais... Et du coup, en fait, euh, c'est les petits-enfants qui ont vraiment le plus morflé. C'est que vraiment, c'est juste derrière. Alors, bonsoir Anaël LG. Bonjour. Pourquoi bonsoir? Bonjour Anaël. Alors là, tu as ton micro qui est allumé. Je vais te demander de l'éteindre. Là, on est déjà bien avancé sur la conférence. Je ne sais pas si c'est normal que tu arrives, mais bon, tu es la bienvenue quand même. Le bienvenu, je ne sais pas. Je sais pas si alors, du coup, c'est plus que tu me dis, c'est vraiment, en fait, les blessures, pour moi, c'est quand même ce qui permet, enfin, c'est vraiment la base des grosses émotions qui restent longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as de la colère contre quelqu'un, souvent, tu vas te retrouver, quand tu as de la colère contre quelqu'un, si on va creuser un peu plus profond, derrière, j'ai pas encore eu une seule fois, euh, on dérape en dehors des blessures, en fait. OK? Alors, ça, je l'ai juste remis. Je suis le free 2 parce que c'est du coup, bah, c'est le système, c'est le système aussi. Hein. Je sais pas si je peux éviter. OK. Voilà. Ça, c'est tout ce que je suis. OK. Ce qui me définit en tout cas. Et tout seulement, je suis le fruit. Pas obligatoirement, je suis dans le sens identité, mais en tout cas, dans le sens. Voilà. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser à la fin de cette présentation, c'est est-ce que, à votre avis, on peut être heureux quand on est intelligent en couple? Là, je vous redonne la parole. J'espère que oui. Non, c'est ça. Donc, oui. Ben, moi, je Ok. pense que oui. Des fois, c'est sûr on pense beaucoup, mais j'ai une autre question finalement. Est-ce que pour être en couple, pour être à peu près sur le même schéma de réflexion ou de pensée, est-ce qu'on devrait être avec un hyperpensant aussi? Parce que des fois, on peut trouver qu'il peut y avoir un décalage. Les hyperpensants pensent beaucoup, ils se questionnent sur le sens de la vie. C'est vraiment des questions, on va dire, comme en profondeur. Est-ce que la personne qui est son miroir ou qui est son, on va dire, son alter ego qui est en face, est-ce qu'il doit être du même type? C'est la question que je me pose parce que là, on parle des valeurs, du travail sur soi. Puis des fois, mais c'est sûr qu'on peut rencontrer des personnes qui sont à peu près à ce même niveau d'intérêt au niveau du développement personnel, mais souvent, des fois, on peut essayer de creuser avec un homme, dans mon cas, avec un homme, puis lui, c'est pas sa priorité, le développement personnel, puis ses valeurs. C'est ça. Est-ce que c'est possible d'évoluer avec quelqu'un à côté de vous qui n'évolue pas? Ouais, c'est un petit peu l'idée, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il ne doit pas être pareil non plus. Là. C'est la différence qui est la beauté, mais c'est au moins qui a un intérêt puis qui se pose des questions finalement sur la vie puis l'être humain, sur le couple, l'avenir du couple, etc., etc. Après, j'ai envie de te dire Enfin, moi, aussi, c'était une conclusion que j'avais. ouais, Finalement. et je vais rebondir dessus en disant que ouais, c'est une bonne question, évidemment. Maintenant, parfois, les gens qui ne se posent pas de questions permettent aux gens qui se posent trop de questions, en fait, de s'ancrer un peu plus. Parce qu'on a un peu tendance à se désancrer justement pour pouvoir être dans nos réflexions. Et c'est vrai que bon. Après, ça, c'est ma réflexion à moi. Mais je me pose la même question que toi et je vais laisser Marie-Christine ou Diane ou Emmeline. Il n'y a peut-être pas de bonne réponse finalement. Toutes les réponses Ah, sont bonnes. il y a que des bonnes réponses. Alors, il y a Marie-Christine Oui, qui a c'est enlevé ça. son micro, donc je pense que je vais écouter Marie-Christine en premier. OK, Oui, parfait. avec plaisir. Alors moi, j'ai envie de dire que oui, j'espère bien et je le crois profondément qu'on peut être à la fois intelligent et heureux en couple, intelligent et heureux tout court d'ailleurs, Ah oui, mais oui, oui, c'est l'idée ça. pour moi, c'est d'être plus dans l'intelligence de cœur
que dans l'intelligence purement intellect. Et donc plus dans une mission de conscience, en fait, de conscience et d'ouverture à l'autre, à ce qui nous entoure, à ce qu'on est. Puis en fait, on se pose beaucoup trop de questions, dont celle-là, dont les projets, dont les constructions, dont l'avenir, dont voilà, c'est un peu tendance, mais après tout, il n'y a vraiment que ça de vrai. Et si on était juste dans le moment, quoi, si on vivait juste maintenant, peut-être qu'on se prendrait un peu moins la tête et que ce serait peut-être plus fluide. Bah, de toute façon, vivre dans l'instant présent, ce serait toujours beaucoup plus agréable que de se poser des questions. Après, quand on a un cerveau qui se pose des questions, même quand on lui dit de se taire, il y a un moment où, voilà. Il ne faut pas lui dire de se taire, faut accueillir juste là, maintenant, mais pas forcément traîner avec nous tout le temps, tout le temps. À un moment donné, ça se calme. A priori, ça arrive. Faut y croire. Ouais, tu fais un petit peu de méditation? Oui. Beaucoup même. Alors, avec des périodes très agitées, il faut être clair, mais j'accueille les périodes d'agitation parce qu'elles font partie du processus, du personnage. Et voilà, mais je les accueille en conscience et avec beaucoup d'amour. Et ça passe très bien quand même. En fait. Moi, souvent, je propose de faire la méditation, parce que évidemment, quand on est hyper pensant, c'est quand même hyper sympa la méditation, à part que 80% disent non, mais j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. C'est très haché là. Il y a des moments où tu parles, en fait, on a une espèce de saturation. Ouais. Je regarde ma connexion qui a l'air d'être pas si mal que ça. Donc, je disais. Ouais. Si vous m'entendez mieux là. Oui. Ah, ok. Je disais qu'effectivement, c'est souvent qu'on propose de la méditation parce que c'est quand même un moyen assez intéressant d'avancer. À part quand on est hyperpensant, souvent pour les personnes, c'est ouais, non, mais il faut que j'arrête de penser. Non, c'est pas ça la méditation. Bah non. Ça, c'est j'accueille. Et c'est vrai que. C'est un peu le principe. J'explique souvent qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pensées qui arrivent, mais on ne les écoute pas, nos pensées. C'est même que, voilà, elles passent et puis on dit ah, tiens, il y a une pensée, mais on ne les écoute pas. Et moi, je sais que quand j'ai commencé. Faut pas la suivre, en fait. Faut pas se laisser entraîner, en fait. C'est juste. Ou alors, dit, quoi. moi, je sais que quand j'ai commencé la méditation, j'avais lu le bouquin de Mathieu Ricard. Il disait qu'en fait, c'est normal d'avoir des pensées parasites et que plutôt que d'essayer de les bloquer, il fallait les accueillir. Alors, moi, j'ai passé presque 3 mois, ouais, non, peut-être pas 3 semaines, 3 semaines complètes à accueillir. Mais vraiment à accueillir, c'est-à-dire à dire, OK, vas-y. Et en fait, je me suis rendu compte que mon inconscient, cette espèce de petite voix intérieure, là, j'entendais, mais je n'écoutais jamais. Et quand on se met à écouter cette petite voix intérieure, il y a un moment, elle nous parle, elle nous dit des choses hyper importantes. Et à un moment, quand on arrête de l'écouter, à un moment, elle s'arrête, en fait. Et elle te dit, c'est bon, je t'ai tout dit. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de faire la méditation. Donc ça, c'était un de mes petits partages que je voulais vous faire, parce qu'effectivement, si on laisse cette voix parler, elle a des choses à nous dire. De toute façon, l'inconscient ne paraît pas pour le plaisir. Donc, il faut juste l'écouter et effectivement lui dire merci à chaque fois. Et à un moment, en fait, l'inconscient va se taire, il va dire OK, c'est bon, j'ai fini, je t'ai parlé, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Et là, c'est oula. Et là, c'est beaucoup plus facile de se centrer sur soi, effectivement, de faire un petit peu plus de vide, ou pas d'ailleurs. Mais voilà. Donc, la méditation, pour moi, c'est vraiment un moment à soi. C'est un moment où on s'accorde du temps, où on s'écoute. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas les bloquer, les pensées. De toute façon, on ne peut pas les bloquer. Tant qu'on est vivant, on pense. On a un cerveau, on pense. Alors, c'est comme ça. Il faut juste essayer de ne pas les suivre quand on est dans ce moment où on se dit, bon, je me prends un temps, voilà, où juste je suis dans l'accueil de ce que je suis et de ce qui est. Mais il ne faut pas juste s'accrocher, en fait. Parce que de toute façon, s'il y a quelque chose d'important qui doit venir, vraiment, faut s'enlever de la tête l'idée qu'on va perdre le fil et que vite, il faut le noter, vite, faut qu'on se incruste dans la tête pour y repenser. Si c'est important, ça reviendra. Donc, il faut juste le laisser passer. Effectivement, on a souvent cette image, Mathieu Ricard et d'autres, qui ont tendance à nous faire visualiser les pensées un peu comme des petits nuages qui passent dans le ciel. Bah oui, on les passe, on les laisse passer, on les attrape pas, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis, ça se calme, ça s'espace petit à petit, en fait. Et on a vraiment des moments, des temps après d'un calme qui est très nourrissant. Et c'est dans ce calme, en fait, que naissent des choses essentielles.
Et du coup, là, on est beaucoup plus à l'écoute, en fait, C'est clair. de ce qui va venir après, parce qu'on aura su avoir cette plage d'accueil complet, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas dit ça il y a 2 ans, et peut-être je ne dirais pas ça dans 2 ans. Voilà, ça évolue, c'est comme tout le reste. Hein. Mais Mais comme toujours, c'est normal, c'est très bien. voilà. Merci pour ton témoignage, Marie-Christine. Merci. Diane, tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que est-ce que... Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Marie-Christine et je suis désolée, j'ai déjà oublié ce qu'a dit Sophie, c'est mon problème de mémoire ça. Mais je sais que ça me parlait aussi. Euh, Après, je pense, en dehors du fait que effectivement c'est bien de pouvoir laisser accueillir ses pensées et autres. Moi, par exemple, ce que tu dis, le fait d'accueillir ses pensées, je me parle toute la journée. C'est-à-dire que je passe mon temps à parler toute seule et à mes chats aussi, tout va bien. Mais du coup, en fait, ça s'arrête jamais. C'est constant, 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 et c'est épuisant. Et, euh, et c'est vrai que je pense que oui, effectivement, on peut être intelligent et heureux en couple. Mais il faut déjà vraiment littéralement avoir dégrossi le bazar qu'on a chez soi, parce que sinon on apporte juste ses casseroles chez l'autre et ça fait un massacre à chaque fois, quoi. Ça sera peut-être pas immédiat, mais ça peut. Et puis après, c'est quand on laisse traîner la chose et qu'au final, on reste 3 ans et demi avec une personne. Non, ça sent pas le vécu. Et, C'est ça. Mais et voilà, effectivement, les donc, casseroles, elles sont là aussi pour être, elles sont là pour être coupées. Hein. Ce que tu appelles les casseroles, il y a des casseroles que toi, tu as vécues, puis il y a aussi les casseroles qu'on t'a laissées déjà d'avant, hein, bah oui, qu'on appelle le transgénérationnel. Et ah oui, je suis en train de effectivement, découvrir tout en ce moment et il faut c'est les travailler vraiment. aussi, parce qu'à un moment, effectivement, si tu t'appelles ça des casseroles, c'est que c'est encore super douloureux, donc il faut encore les travailler. Non, c'est pas forcément douloureux, c'est juste que, en fait, il y en a tellement et que je peux pas faire. Moi, ce côté, c'est vrai que ce côté à Hum. faire une chose à la fois, c'est pas possible. Donc, un petit pas à la fois, ouais, mais non, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps et du coup, je me décourage très rapidement parce que je vois la montagne, la montagne et la montagne et la montagne et je me fais ensevelir dessous. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu décourageant, ouais. C'est un peu décourageant parce que, ouais, j'arrive pas à faire une chose à la fois. J'arrive pas. C'est pas possible. Et du coup, bah, sachant qu'il y a le TDAH, il y a la fibro, il y a le magnétisme, il y a les rêves prémonitoires, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. J'ai l'impression que, ouais, je m'en sors jamais. Donc, c'est clair que non, me remettre avec un mec pour l'instant, ça serait dommage pour lui. Obligatoirement, mais effectivement, si c'est comme ça que toi tu le vis aujourd'hui, c'est peut-être mieux pour toi. Pas pour lui, Ah mais bah, pour c'est toi. pas l'envie qui m'en manque, hein. Il y en a même un qui m'intéresse énormément, mais clairement, oui, si j'ai envie Après, voilà, il faut de faire travailler et puis correctement, il n'y a pas de il faut souci. pouvoir être Alors, conscient. Marie-Christine nous rappelle qu'il n'y a pas de réussite sans échec et que chaque casserole est une expérience. Je suis entièrement Ouais. d'accord avec toi. Et en fait, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question, c'est pas ce que tu vis, c'est comment tu le vis. Et c'est vraiment ce point de vue-là qu'il faut arriver à changer pour pouvoir comprendre le reste. Et effectivement, toi, par rapport à ce que tu nous as dit au début, par rapport aux troubles de l'attention, je pense que chez toi, c'est encore plus important, en fait, d'arriver à te poser un moment et tu as plein d'idées qui arrivent toute la journée, ça je connais bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à un moment, juste se centrer sur soi-même, c'est quand même vachement important.